En 2005, le studio Nuclear Monkey Software, composé d'élèves de l'Institut de technologie DigiPen, publie leur nouveau jeu Narbecular Drop. Même si bon, on devrait plutôt parler de démo vu qu'il sera jamais vraiment terminé. Dans celui-ci, on joue la princesse No Knees, ou sans genoux parce qu'on peut pas sauter de tout le jeu, qui est enfermée par un démon. Mais l'esprit de la montagne lui donne le pouvoir de créer des portails qui lui permettront de s'échapper du donjon. Alors c'est un jeu très court mais qui introduit beaucoup de concepts de gameplay, comme le fait d'utiliser des boutons et des blocs pour ouvrir des portes, ou la possibilité de faire passer les ennemis et objets à travers nos portails. En parlant d'eux, on peut les placer partout sauf sur les surfaces en métal. Mais sinon, on peut même lancer des portails à travers d'autres portails. Et même si c'est pas utilisé dans le jeu en lui-même, le momentum reste le même en traversant les portails. C'est un simple jeu qui se finit en une vingtaine de minutes, mais pourtant, un certain Robin Walker tombera dessus durant une des conventions annuelles de l'Institut. Il sera beaucoup intéressé par le concept du jeu. Il ira jusqu'à contacter l'équipe en charge du développement et les invitera à faire une démo dans l'entreprise où il travaille, Valve. L'équipe feront une présentation devant plusieurs membres de l'entreprise, mais notamment et surtout Gabe Newell, déjà à l'époque président de Valve depuis 5 ans. Newell sera impressionné par la présentation et proposera à l'équipe de rejoindre Valve et terminer le jeu chez eux. Et c'est comme ça que, sans le savoir, Valve allait créer une des licences de jeux les plus populaires et appréciées de tous les temps. On se réveille dans une salle en verre. En dehors de notre chambre de stase, des murs blancs, aucune fenêtre pour voir l'extérieur. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Une voix nous accueille, ce qui est déjà assez rassurant. On se réveille après on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas où dans ce qui ressemble à un hôpital, donc avoir quelqu'un qui nous accueille c'est une bonne chose. Mais heureusement, on est juste dans un centre de test de Aperture Science. Enfin heureusement, ça implique quand même qu'on est une sorte de rat de laboratoire. La voix nous explique des règles de sécurité avant l'ouverture d'un portail. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, perdón de fallar, muchos gracias. De fallar, gracias. Mais elle finit par bugger avant de finir sa phrase. Ce qui est assez bizarre pour une entreprise aussi propre et épurée. Alors oui, on connaît quasiment tous le entre guillemets plot twist de Portal 1, mais c'est intéressant de voir comment le jeu veut nous le mettre sous les yeux dès le début. Bref, parlons d'un autre point. Le jeu force le joueur à attendre pendant précisément 1 minute. Avec ça, les développeurs nous font comprendre implicitement qu'il va falloir prendre son temps pour réussir. Dès les premières minutes, on comprend que le jeu ne sera pas rapide et nerveux, comme certains autres. Le portail s'ouvre et la première chose qu'on remarque c'est notre personnage, parce qu'il porte une tenue orange vive, ce qui contraste directement avec les murs blancs qui l'entourent, mais surtout parce que c'est pas un il, c'est un elle. Alors bon, on est en 2023, alors c'est pas vraiment impressionnant, mais faut pas oublier que le jeu est sorti en 2007. On n'avait pas énormément de protagonistes féminins dans les jeux vidéo de l'époque, du moins sans que ce soit rabâché constamment aux joueurs. Et je pense que c'est assez important pour le mentionner. Même si bon, au final, ça change pas grand chose à l'histoire parce qu'elle reste muette dans tous les jeux où elle apparaît. Donc bref, reprenons là où on en était. Et parlons d'un autre point, le portail. Portal est mondialement connu, alors j'ai pas vraiment besoin d'expliquer le concept du jeu, mais pour faire rapidement, le jeu nous permet d'utiliser 2 portails, un bleu et un orange. Quand on rentre dans l'un, on ressort dans l'autre. Mais justement, ça sert à rien de l'expliquer puisque le jeu le fait très bien lui-même. La chambre de relaxation est entourée de verre, comme ça on peut voir le deuxième portail apparaître de l'autre côté en même temps que celui dans la chambre. C'est aussi pour ça qu'il y a la musique qui est ultra connue. Avec, le joueur comprend qu'il ne voyage pas dans une autre dimension, mais bien dans le même endroit vu que la musique se suit directement. Et ça, on en reparlera souvent parce que Portal est un exemple de game design parfait. Mais bon, on verra ça au fil de la vidéo. En sortant, on se rend aussi compte qu'on est observé par des caméras un peu partout, mais aussi par des vitres d'où l'on peut deviner des meubles. Alors ça nous dit une première chose qui, là aussi est rassurante, on n'est pas seul, et les personnes qui s'occupent de nous sont sûrement humains, vu que les portes et les mobiliers ont l'air humains, du moins les personnes qui devraient s'occuper de nous, puisque bien qu'on ait des vitres partout, on n'y voit jamais personne derrière. Mais bon, on peut trouver plein de raisons qui expliquent pourquoi il n'y a jamais personne. Et puis bon, il y a bien cette voix et les caméras alors, je m'inquiéterais pas si j'étais vous. Tiens, reparlons de game design. On arrive dans une salle avec un bouton, une porte et un cube.
On voit que le bouton est lié directement à la porte avec une sorte de ligne bleue. Si on marche dessus, la ligne devient orange et la porte s'ouvre. Mais il faut que le bouton reste pressé pour garder la porte ouverte, parce que sinon... Et si on tourne un peu la tête... Je vais pas faire une dissertation de 3 heures sur chaque salle, rassurez-vous. Je suppose que c'est pas quelque chose qui vous impressionne énormément parce que tous les jeux de puzzle ont le même concept. Talos Principle, Human Fall Flat, Baba Is You, c'est du vu et revu. Mais c'est bien Portal qui a popularisé ça. On se dirige vers la sortie et on y trouve la grille d'émancipation. Là, vous nous dit qu'elle détruit tout objet qui ne devrait pas sortir des salles, comme les cubes ou autres. Mais aussi un ascenseur. C'est assez malin parce que ça permet d'empêcher de ramener des objets en dehors des salles et de créer un endroit fermé pour laisser le temps au jeu de charger la prochaine salle et de créer une continuité entre les deux. Dans la salle suivante, on voit un écran qui nous permet d'apprendre plusieurs choses. Visiblement, on est dans la première salle sur une série de 19. On peut aussi apercevoir des sortes de logos, mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas. La salle 1 du coup, elle est assez simple. Le portail orange reste fixé à un mur dans la salle principale, et le bleu passe de salle annexe en salle annexe. Encore une fois, on peut voir les mouvements du portail puisqu'il y a des vitres partout. Ces salles annexes sont composées de la porte, un cube et un bouton. Facile à comprendre, on prend le cube, on retourne dans la salle principale, on va au bouton, on pose le cube et on va à la porte. Mais même si ça n'a pas l'air, cette salle nous apprend 2 choses importantes. 1. Les portails ne sont pas fixes. Si on déplace l'un des 2 portails à un autre endroit, on peut toujours rentrer à partir de l'autre. Et 2. Les cubes peuvent venir avec nous dans les portails. On dirait pas, mais c'est pas évident à savoir. Et c'est une bonne chose que ce soit enfin bien confirmé aux joueurs. Maintenant que le joueur comprend le concept de portail, on peut passer à l'étape supérieure. La salle 2 s'ouvre sur une porte fermée. Et c'est complètement voulu par Valve, parce que la plupart des testeurs faisaient pas attention à la grande baie vitrée qu'il y avait à côté d'eux et surtout ce qui était montré en bas. Ils ont même rajouté un son pour pouvoir attirer encore plus l'attention du joueur. Mais du coup, c'est quoi la chose que les développeurs voulaient absolument que l'on voit ? Dans les salles précédentes, les portails apparaissaient juste comme ça au milieu de nulle part, mais là, on voit pour la première fois un objet capable d'en créer. La voix appelle ça le générateur de portail d'Aperture Science. Alors, on peut poser des portails entre les trucs où ils étaient précédemment, mais aussi et surtout n'importe où en fait. Sur les murs, le plafond, le sol, partout sur les surfaces blanches. Toutes les autres surfaces ne peuvent pas recevoir de portail. Oh, et en faisant un peu d'expérimentation, on voit que la grille d'émancipation supprime les portails posés. Encore une fois, ça ramène à ce qu'on disait juste avant, les grilles permettent de remettre le joueur à 0. La salle 3, elle, permet de faire comprendre aux joueurs que les portails vont dans 2 sens. Chaque portail est une entrée, mais aussi une sortie. C'est littéralement le seul objectif de cette salle. Donc, salle 4. Je vais pas parler de toutes les salles, j'ai pas envie de dire 19 fois, il faut mettre le cube là, puis faire ça, mais on va parler du plus important dans chacune d'entre elles. Et la salle 4 du coup, la seule chose importante que je vais dire dessus, c'est que la pancarte du début nous montre enfin 2 symboles. Celui d'un cube qui tombe et un autre qui blesse quelqu'un. On voit les symboles à un autre endroit de la salle, devant le distributeur de cubes. Alors c'est pas une énigme ultra compliquée non plus, Le premier c'est pour le distributeur et le deuxième... J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Et la voix nous dit que la prochaine salle ne sera pas surveillée. Donc on entre dedans et on est surveillé. Alors ça c'est un peu inquiétant. Cette voix c'est la seule personne avec qui on a un contact dans tout le jeu. Et si elle se met à nous mentir... Mais bon, elle nous dit que ça faisait partie du test et qu'elle arrêtera de nous mentir à partir de maintenant. Bon, ça va alors. Et puis, elle peut pas être méchante. Elle nous promet du gâteau à la fin. Même si bon, on devrait commencer à douter d'elle parce que dans la salle d'après, qui d'ailleurs introduit un nouveau concept, les boules d'énergie. Alors pour faire simple, il y a un lanceur et un récepteur. Le lanceur lance une boule d'énergie et on doit la mettre dans le récepteur. C'est d'ailleurs représenté par des nouveaux symboles sur le panneau du début. Et évidemment, faut qu'on évite de toucher la boule parce que sinon... Mais bref, le plus important, c'est ce que dit la voix en finissant le niveau. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de... Ville du sujet. Au mieux, elle sait pas d'où on vient. Au pire, c'est une voix préenregistrée et du coup, on est bien seul. Elle est juste là pour nous tester. C'est pour ça qu'elle nous rabaisse psychologiquement pour voir si on continue de persévérer malgré tout. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Et il est inutile d'essayer. Mais bon, revenons là où on en était. Déjà, nouveau symbole. Visiblement, il y aura de l'eau et ça a l'air dangereux. Voyons s'il y a de l'eau dans cette salle. Oui, il y a de l'eau. Alors bon, je suppose que si on la touche...
Pour des simples tests, c'est quand même super dangereux. Alors ouais, les boules d'énergie pouvaient nous tuer, mais je veux dire, une boule d'énergie, ça se voyait que ça allait nous tuer. Mais là, un bain d'eau toxique en cas de défaite, c'est vachement extrême. Salle 10, je vous dis qu'on va aller vite. Nouveau symbole, mais surtout nouveau concept majeur. Ces symboles veulent dire que le principe de dynamique ou le momentum reste le même entre les portails. Alors ça, c'est la définition Larousse, donc bon, mais comme le dit la voix, La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement sort rapidement. ce qui change tout, puisque si la vitesse reste la même entre les portails, ça veut dire que si on entre dans un portail en allant vite, on va être propulsé en sortant de l'autre. Donc si on en met un au sol et que l'autre est en hauteur, on va pouvoir ajouter de la verticalité dans le jeu. En soi, ça c'est rien comparé à la salle suivante, puisque cette fois, on va pouvoir avoir 2 portails. Alors là aussi c'est plus anecdotique, mais cette salle introduit les boutons à presser. On réussit la salle et on récupère enfin le double générateur de portail. Ça nous permet de faire plusieurs choses. Déjà, observer d'un peu plus près notre personnage. Ensuite, on va pouvoir utiliser partout ce qu'on a appris plus tôt. Et enfin on peut faire... vous savez quoi. Je parle d'elle parce qu'il y a une anecdote un peu connue et marrante dessus. Pour la résoudre, il faut récupérer le cube, le poser sur le bouton qui est de l'autre côté de la salle, traverser le couloir, mettre un portail devant la boule d'énergie, retourner au début, placer un portail devant le récepteur et prendre l'ascenseur. Ou on met un portail devant l'ascenseur, un portail en bas des escaliers et... J'en parle parce que ça démontre qu'il y a une certaine liberté dans le jeu. Normalement, il est impossible de brute force une salle. On est obligé de comprendre le concept et les systèmes pour pouvoir avancer. Ici, c'est un des seuls exemples où on peut le faire. Et c'est fait volontairement par les développeurs vu qu'il y a un succès qui y est avec. Le test qu'il devait y avoir a été remplacé par un test pour Android contre les tourelles. Nouveau concept, nouveau symbole du coup. On peut voir, difficilement, mais on peut voir que le dernier symbole, c'est le gâteau. Bon, voyons ces tourelles. Ah, ça va parce qu'on peut les désactiver en les renversant. Ce qui est assez bizarre pour une tourelle militaire. Elle devrait être ultra performante, pas juste... Ok, alors, plusieurs questions. Pourquoi help? Comment ça le gâteau est un mensonge? Et c'est quoi cette salle? C'est la première fois qu'on voit une salle aussi sombre et crade dans tout le centre. Visiblement, il y a bien quelqu'un de vivant. Ou du moins il y avait. Alors, pourquoi il avait besoin de se cacher? Et en revenant dans les salles de test, on se rend compte d'autre chose. Tout l'environnement n'est pas si propre que ça. À première vue, Aperture Science est une entreprise propre et épurée, mais en faisant bien attention, on remarque des taches un peu partout. Même en général, tous les murs blancs sont plutôt sales. Qui gère cet endroit? Pourquoi personne ne nettoie rien? Et surtout, comment ça le gâteau est un mensonge? Au final, qui nous parle depuis le début? Salle 17. C'est une salle particulière parce que dès le début, on se rend compte qu'on ne peut pas placer des portails n'importe où. À vrai dire, on peut pas placer de portail tout court. C'est pour ça qu'on nous donne un cube de compagnie qui nous sera utile durant l'intégralité du test, pour escalader, se protéger et évidemment appuyer sur des boutons. Le cube de compagnie nous est vraiment utile et c'est le seul qui a un vrai design dans tout le jeu. À vrai dire, c'est la seule chose qui nous donne un peu d'affection depuis le début du jeu. Et ça fait du bien. Vous avez réussi. Le cube de voyage lesté vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test, car il va être euthanasié. Veuillez accompagner votre cube jusqu'à l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Évidemment que la seule chose positive qu'on nous donne allait être détruite, par nous-mêmes qui plus est. Le cube est, comme dit plus tôt, la seule chose qui nous donne un peu d'affection et d'amour dans le jeu. C'est vraiment de la torture psychologique de forcer le joueur à le jeter. Ce qui nous fait poser encore plus de questions sur la personne qui nous observe. Ok, on est dans un centre de test, mais on teste quoi? Le générateur de portail? Il a l'air déjà suffisamment opérationnel et sécurisé vu que tous les tests tournent autour de lui. Et même, les 5 premières salles auraient suffi, c'était vraiment le but de toutes les expériences. Et visiblement le centre arrive à gérer les portails tout seul. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un but dans tout ce qu'on fait? Ah, et il y avait une cachette aussi dans cette salle, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Visiblement la personne qui a fait tous ces dessins a une obsession avec le cube de compagnie, et il y a écrit qu'on est observé, mais ça, on le savait. En arrivant dans la salle suivante...
L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. J'ai de moins en moins confiance d'un coup. La salle est importante pour 2 raisons. Déjà, c'est l'avant-dernière du jeu, du moins selon les pados. Et ensuite, à cause de ça. Tout le reste de la salle, c'était basiquement du saut en boucle, mais la fin de celle-ci est particulière. On a tout ce qu'on a appris précédemment, et on va devoir s'en servir pour sortir d'ici. Ça va parce qu'on peut les désactiver en les renversant. Le lanceur lance une boule d'énergie et on doit la mettre dans le récepteur. Ce qui change tout, puisque si la vitesse reste la même entre les portails, ça veut dire que si on entre dans un portail en allant vite, on va être propulsé en sortant de l'autre. Bienvenue au test final. Après tout ce qu'on a vu, la dernière salle du jeu paraît trop simple. Mais bon, au moins il y aura du gâteau. On avance dans la salle, trop facilement mais on avance quand même. Et après tout ce temps, on atteint enfin notre gâteau. Si seulement. Alors, je vais pas faire semblant d'être choqué parce que tout le monde le sait déjà. Et ensuite parce que le jeu nous prépare à ça depuis quelques salles déjà, mais oui, elle va essayer de nous tuer. Et oui, on va s'échapper parce que, aussi intelligente soit-elle, elle a oublié un détail assez important. On a un générateur de portail. On se retrouve dans les salles de maintenance. L'ambiance est bien plus pesante et décrépite que plus tôt. C'est rempli de déchets, de machines plus industrielles qui servent pas à grand chose. On dirait plus qu'elles sont justement là pour empêcher la protagoniste d'avancer. Sûrement lié au fait que la voix est en panique depuis notre départ. Que faites-vous? Arrêtez. Nous sommes ravis que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Ok, le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Oh, quelqu'un a coupé le gâteau. Je leur avais pourtant dit de vous attendre. Mais ils ne m'ont pas écouté. Vous pourrez en avoir si vous revenez. Elle essaye de faire en sorte qu'on se rende ou même qu'on se suicide directement en nous rappelant notre amitié. Vous vous rappelez quand la plateforme s'ouvrait sur le brasier? Je vous ai dit au revoir et vous avez dit Pas question. et que je faisais semblant de vouloir vous tuer. C'était super. Un jour, nous rirons de tout cela. Nous en rirons. Beaucoup, beaucoup. Ah, vraiment? Bien. Vous feriez mieux de revenir. Le quart du jeu restant consiste à nous diriger vers cette voie, en nous déplaçant dans le centre et en évitant des pièges comme des tourelles ou des lance-roquettes. C'est une partie intéressante puisque, après avoir passé 1 heure à apprendre des règles, on doit les inverser ici pour pouvoir avancer. Comme par exemple les vitres. Elles ont toujours représenté un obstacle pour nous, mais ici on peut les détruire en utilisant les roquettes. On doit régulièrement utiliser les règles contre elles-mêmes, ce qui, honnêtement, est plutôt cool et osé de la part d'un jeu qui se vend de base comme un simple jeu de puzzle. Et ça permet aussi surtout de mettre de l'ambiance. On fait quelque chose qui n'était pas prévu par le centre de test, alors il faut qu'on ressente cette impression. On passe dans des tuyaux, on utilise un tout petit coin de mur blanc caché pour poser un portail, on revient dans les anciens niveaux pour passer après l'ascenseur, et il y a une sorte de sentiment de malaise qui se lance en étant ici. La meilleure analogie que j'ai, c'est les backrooms. On devrait pas être là et on le ressent. Et surtout, c'est dérangeant de voir ces bureaux qui devraient être remplis de monde complètement vides, comme si on passait après une énorme catastrophe. Ou ce sentiment que quelque chose est présent, là, mais sans qu'on le voit. Bon, vu que les 15 prochaines minutes consistent à se balader dans des couloirs, on va profiter de ce moment pour parler de ce qui s'est passé avant le jeu. Aperture Science et son patron, un certain Cave Johnson, décident de se pencher sur la question de l'intelligence artificielle, afin de surpasser leurs concurrents de toujours, Black Mesa. Ils mettent au point le Genetic Lifeform and Disk Operating System, autrement appelé GLaDOS, une IA ultra performante, mais reconnaissant le danger d'une telle invention, ils décident de mettre en point un système de sécurité, un téléphone rouge. Comme ça, s'il y a un problème, ils appellent quelqu'un. Ouais, Aperture c'est pas le top niveau sécurité.
Le jour où il allume pour la première fois, elle décide de tuer tous les scientifiques en un dixième de picoseconde, c'est-à-dire une seconde avec 12 zéros devant. Heureusement, ils arrivent à l'éteindre à temps et trouvent une manière de la rendre plus docile. Et ça a l'air de marcher, puisqu'elle dit avoir perdu toute envie de meurtre et demande simplement un peu de neurotoxine pour le concours des animaux domestiques des employés. Ce que les scientifiques acceptent parce que, ouais, Aperture c'est pas le top niveau sécurité. Évidemment c'était un mensonge, ce qui est évident pour tout être humain normalement constitué, et la troisième fois où elle est activée, elle enferme tout le monde dans le centre et le remplit de neurotoxines mortelles. Notre protagoniste se réveillera parmi les premières et à partir de là vous connaissez le reste. Ah tiens d'ailleurs, on est arrivé. Bien, vous m'avez trouvé, bravo, ça en valait la peine, car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Elle dit nous préparer une surprise, mais bizarrement j'ai pas spécialement envie de rester là pour la voir. Surprise dans 5, 4, une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Une sphère tombe d'elle, ce qui est la première et seule chose qu'on peut utiliser contre elle parce qu'il y a un incinérateur dans la salle. Mais sachant qu'elle insiste beaucoup sur le fait de ne pas y toucher, Vous ne croyez tout de même pas que je cherche à faire de la psychologie inversée? Sérieusement. je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, avant, petit point sur son design. Elle est emblématique et reconnaissable à des kilomètres, et beaucoup de personnes voient dans son design celui d'une femme attachée. Du coup, j'ai cherché GLaDOS Bondage sur Google, et j'ai trouvé des résultats intéressants. Mais du coup, oui, en voyant cette image, je vois complètement ce qu'ils veulent dire. Un des directeurs artistiques du jeu, Jeremy Bennett, dit que l'objectif de GLaDOS, c'était de la faire ressembler à la naissance de Vénus de Botticelli, mais renversée. Du coup, le côté féminin est totalement voulu par Valve. Mais il n'y a pas vraiment d'informations sur le fait que si elle soit attachée est voulu. Et vu que ça marche plutôt bien avec ce qu'on verra dans la suite, et que globalement je trouve ça cool et un peu flippant, disons que c'est voulu. De plus, son design dans le 2 garde cet aspect, alors c'est comme vous voulez. Autre chose dont on reparlera dans la conclusion du jeu, elle est conceptuellement inspirée de HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, mais on en reparle juste après. Du coup, on jette la sphère dans l'incinérateur et ça a l'air de lui faire mal. Mais... Blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Tout à l'heure, j'ai dit que les scientifiques d'Aperture avaient trouvé un moyen de la rendre plus docile. C'était ça. Des sphères de personnalité qui sont censées la rendre moins meurtrière. Elle en a 4 connectées à elle et elles ont chacune une personnalité différente. Par exemple, celle que l'on vient de jeter, c'était la sphère de moralité, celle qui l'empêchait de vouloir tuer les humains. Donc, ouais, c'était pas malin. On voit que ça a un effet sur elle, parce qu'elle se met à agir de manière moins professionnelle qu'avant. Elle devient moins passive-agressive pour nous demander directement de nous suicider. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une roquette. Croyez-moi, ça sera toujours moins pénible que la neurotoxine. Ce n'est pas parce que je vais vous tuer que je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la roquette. C'est le seul combat du jeu, même si je sais pas si on peut vraiment parler de combat. Les développeurs ont eu la bonne idée de faire du boss une sorte de série d'énigmes à faire en un temps imparti. En soi, c'est plutôt simple, il faut basiquement retirer chacune des sphères et les jeter dans l'incinérateur. Du coup, elles atterrissent à chaque fois à des endroits plus ou moins compliqués à atteindre. La prochaine sphère qu'on détache est celle de curiosité. Ouh, il y a des chiffres inscrits. Qui êtes-vous? C'est quoi? Oh, vous êtes la dame du test. Salut! C'est grâce à elle que GLaDOS voulait nous garder en vie. On voit encore que détruire les sphères l'impacte bel et bien. C'est écrit dans votre dossier. Désagréable. Détesté de tous. Un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Je cite. Que personne ne regrettera. C'est écrit noir sur blanc. C'est officiel. Je lis aussi que vous avez été adopté. Amusant. Ensuite, la sphère d'intelligence. Elle nous parle juste d'une recette de gâteau avant de nous expliquer comment se débarrasser d'un corps. Préparation pour gâteau au chocolat de 500 grammes. Prévoir un glaçage aux noix de pécan.
C'est ma sphère préférée parce que, après l'avoir détruite, GLaDOS agit comme une enfant. Il y a un aspect très ironique à voir cette personne si calme et hautaine agir comme si elle était en CM1. Neurotoxine. Mortel. J'étouffe. Je plaisante. J'ai scanné et sauvegardé votre cerveau, au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bientôt. Vous ne me croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous, vous avez vraiment l'air stupide. Vous êtes en colère, je le sais. Elle m'a testé à mort. Bouhou. Entre deux pleurnicheries, n'avez-vous jamais pris le temps de réfléchir à vos défauts? Enfin, la dernière sphère. La sphère de... j'ai pas besoin d'expliquer. C'est littéralement une boule de haine, et d'ailleurs on peut se demander pourquoi les scientifiques d'Aperture ont cru que c'était une bonne idée de mettre ça pour calmer GLaDOS. Mais bon, Aperture c'est pas le top niveau sécurité. On jette la sphère, ce qui finit par détruire GLaDOS, mais aussi la salle entière, ce qui nous aspire à l'extérieur, et c'est la fin de Portal 1. Enfin pas exactement, on nous avait promis du gâteau quand même. Et enfin, on a une très bonne musique pour les crédits. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Et c'est la fin de Portal 1. Le jeu sera très bien reçu. Il sortira dans la Orange Box, qui est une sorte de compilation des plus grands succès de Steam à l'époque. Et je pense que c'est entièrement mérité. Le jeu est exemplaire dans beaucoup de domaines. J'ai parlé nombreuses fois de game design, et Portal est le jeu qui le perfectionne le plus à cause d'une chose simple, la sobriété. La simplicité du jeu est ce qui en fait un classique encore aujourd'hui. Le gameplay marche sur un concept, les portails, qui sont déclinés dans des situations et avec des obstacles différents. En leur cœur, toutes les énigmes du jeu consistent à ouvrir une porte avec les boutons ou les boules d'énergie. Mais les 19 salles du jeu ont tout un feeling différent des autres. Les mécaniques sont assez innovantes pour l'époque, mais sont surtout aidées par le game design. J'en ai parlé assez souvent dans cette partie de la vidéo, mais le jeu présente ses particularités de gameplay de manière à rendre l'apprentissage de celle-ci spontané. On n'a pas l'impression d'avoir un tuto devant nous, et pourtant c'est fait de manière si simple. Le jeu consacre une salle entière à un concept, puis dans celle d'après, elle le complexifie en ajoutant un autre concept par-dessus, et enfin, on a une salle qui réunit tout ce qu'on a appris plus tôt. Le sound design est lui aussi très bon. Chaque objet a un son qui a l'air assez futuriste pour l'ambiance, mais pas trop. C'est quelque chose que je trouve dommage dans beaucoup de jeux et que Valve arrive parfaitement à éviter. C'est de faire d'un monde futuriste trop futuriste, au point où ça paraît de moins en moins réel. C'est la différence entre soft SF et hard SF. La soft SF, c'est quand une œuvre de science-fiction se focus pas tant que ça sur la science. Là où la hard SF donne des explications plus réalistes. Alors oui, créer un portail dans notre monde c'est impossible, mais dans celui de Portal, ça a l'air de l'être. Mais du coup, on parlait de son. Les bruitages sont très bien faits, mais c'est dans les sons d'ambiance que le génie de Valve repose. Chaque bruit d'ambiance donne l'impression que quelque chose est quelque part là. J'en parlais déjà plus tôt d'ailleurs. Ce qui est encore plus amplifié par la deuxième partie du jeu. Déjà que se balader dans des couloirs vides, c'est dérangeant pour le joueur, ça s'arrange pas en ajoutant l'ambiance sonore. La musique aussi joue beaucoup là-dedans. Elle compte parmi les plus grandes et parfaites du jeu vidéo. Chaque musique crée un suspense et de la tension. Une tension qui augmente de plus en plus mais qui n'a jamais de relâchement. Jamais la tension n'atteint son pic maximum vu qu'elle ne redescend jamais.
licence est souvent vue comme de la comédie noire à cause de Portal 2. Enfin, grâce à Portal 2 en soi, mais bon, donnez-moi encore 3 pages de script pour commencer à en parler. Mais le 1 est vraiment angoissant et proche de l'horreur sur certains points. L'aspect horrifique est complètement voulu par les créateurs. GLaDOS est inspiré par HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, qui en soi n'est pas un film d'horreur, mais qui possède un des antagonistes les plus menaçants du cinéma. HAL montre vraiment la peur des machines qui s'installaient dans les années 70, une peur qui continuait jusqu'en début 2000. Beaucoup d'œuvres continuent à montrer les intelligences artificielles comme étant mauvaises. La trilogie Matrix a été un énorme succès à l'époque, Terminator 3 était sorti et était moins un succès. Tout ça pour dire que GLaDOS est un exemple de cette peur envers les IA, une peur qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Quant au côté liminal, il est intéressant parce qu'on a ici un des précurseurs du genre. Le terme liminal space s'est vraiment démocratisé en 2019. Encore une fois, une preuve que le jeu était en avance sur son temps. L'histoire est ultra simple. Je veux dire, si on enlève tout le blabla sur le game design, le jeu se résume à on se réveille, on fait des tests, on récupère le générateur de portail, on fait des tests, on récupère le générateur de portail, on fait des tests, on fait plus des tests, on bat le boss de fin. C'est plus dans sa subtilité et ses détails cachés que l'histoire du jeu brille. J'en ai déjà aussi parlé plusieurs fois, mais pour donner des exemples concrets de ce que je veux dire, on devine que personne est dans le centre parce que on voit personne derrière les vitres. On devine que GLaDOS va nous tuer parce qu'il y a des graffitis un peu partout cachés pour nous montrer que quelque chose ne va pas. On devine que GLaDOS est une machine parce qu'elle parle comme une machine. Bon, ok, ça marche pas tout le temps. Enfin, pour être précis, ça marche moins en français. Utilise un léger autotune qui se remarque qu'à partir du moment où on le dit. Mais la VF est beaucoup trop forte sur la voix robotique. C'est la seule plainte que je ferai sur la VF parce qu'elle est excellente. Mais bon, on en reparle dans 2 pages et demie. Le jeu est parfait sur tous les points et son succès le reflète. C'est devenu évident qu'une suite devait être faite. Du coup, ils ont voulu faire une préquelle. Ouais, c'est un peu connu, mais les concepts de Portal 2 a commencé avec quelque chose qui s'appelle le F-Stop. On devait jouer dans le passé d'Aperture avec Cave Johnson comme antagoniste et comme protagoniste une certaine Mel. Et tout ça aurait dû tourner autour de la mécanique de F-Stop. Mais on n'a jamais su ce que ça devait être. Valve a donné quelques images de la bêta comme l'intro, qui honnêtement est vachement cool. L'ambiance artificielle de l'environnement est intéressante et je trouve ça dommage qu'on ne reverra jamais cette intro. En fouillant les fichiers de Portal 2, on peut trouver une caméra, et comme f-stop est un terme de photographie, on peut déduire que ça devait être quelque chose en rapport. Mais on n'en saura jamais plus. Jusqu'à récemment, le 22 décembre 2019, le studio indépendant Launch House, avec l'autorisation de Valve, sort Exposure. Une série de vidéos qui servait à montrer les différentes facettes de gameplay du jeu original. La première vidéo est sortie et dedans on voit enfin ce que toute la communauté voulait voir et c'est génial. Si on devait comparer avec des jeux sortis plus ou moins récemment, je dirais que F-Stop était un mélange entre Superliminal et Tears of the Kingdom. Je rigole pas, on aurait pu avoir ces jeux en 2011. Le concept est simple. On a une caméra qui nous permet de prendre des objets en photo pour les enregistrer et pouvoir les replacer plus loin en changeant la taille par exemple. Ça ressemble beaucoup à Superliminal, un autre jeu qui a ce concept. Et ce que je veux dire par ça ressemble à Tears of the Kingdom, c'est qu'on peut prendre en photo n'importe quoi et assimiler certains objets avec d'autres. On peut prendre par exemple une photo de ballon pour l'accrocher à un cube et le faire s'envoler. Ou encore mieux, prendre en photo un ventilateur accroché au plafond pour le mettre au sol et s'envoler nous-mêmes. Et là on parle que de la première vidéo d'une série. La deuxième vidéo parle du concept des mannequins qui devaient remplacer les tourelles en les déplaçant. Voyons la vidéo. Ouais, donc Launch House a abandonné le projet après l'épisode 1 parce qu'ils avaient l'impression que ça allait ralentir le développement de leur autre jeu. Ce qui est compréhensible, mais on a perdu là la seule chance de voir F-Stop. Sauf que, plot twist, le 9 mars 2022, le nouveau jeu de Valve, Aperture Desk Job, on en reparlera mais basiquement c'est juste une sorte de démo pour le Steam Deck. Dans les fichiers de jeu, les data miners ont trouvé des dossiers qui montrent 4 jeux de Valve en train d'être développés. Citadel, un jeu déjà annoncé en 2020 qui sera une sorte de jeu multijoueur dans l'univers d'Half-Life, une suite pour Half-Life Alyx, un portage de CSGO sur Source 2 et une recréation de F-Stop. Ça veut pas dire pour autant que tout ça sortira, vu que c'est surtout des sortes de notes ou des débuts de projet que Valve a. Mais en sachant que CSGO 2 est à 2 doigts de sortir, il y a toujours des chances que ça arrive. Ça montre au moins que Valve est toujours intéressé par le projet. Ce qui était de moins en moins sûr. Launch House donnait l'impression que s'ils avaient eu l'autorisation de faire leurs vidéos, c'est parce que Valve avait complètement abandonné le projet. Mais bon, revenons sur Portal 2. En voyant les concepts du jeu, on peut se demander pourquoi Valve a décidé de tout annuler. Il se trouve qu'après avoir créé la bêta du jeu, ils l'ont envoyé à des testeurs qui étaient confus parce qu'ils jouaient à Portal sans portail. En se rendant compte de ça, Valve décide de recommencer entièrement le développement. Laissons-leur le temps de développer ça et démarrons une nouvelle émission. Que fait la communauté ?
Une creepypasta, ça peut être une très bonne chose. Les creepypastas étaient quelque chose d'énorme à l'époque et permettaient de créer une hype et un nouveau point de vue sur les œuvres utilisées. On peut penser à Majora's Mask qui était déjà un gros jeu de la licence mais qui a connu une résurgence avec Ben Drown. Donc voyons ce que ça donnerait avec Portal. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui joue à Portal 1 et qui arrive à la fin avant de se retrouver dans l'incinérateur et trouver un portail rouge qui l'amène en enfer et... Bon, théorie, ouais, parlons théorie, parce que pareil pour Majora's Mask, la théorie de Link is Dead donne une popularité et une nouvelle vision sur le jeu. Alors voyons ça. Alors selon la théorie, les cubes de compagnie sont des cadavres, parce que le succès du jeu quand on les brûle, c'est fratricide. La deuxième version de Portal 2 consistait en Mel, avant d'être changée pour la protagoniste du premier jeu, parce que les testeurs ont été déçus de voir que GLaDOS ne les reconnaissait pas. Donc le protagoniste qui se réveille dans un aperture détruit, accompagné par des voix préenregistrées de GLaDOS, qui au bout d'un moment force le joueur à rallumer la vraie GLaDOS. Sauf que celle-ci a perdu tous ses souvenirs et nous demande de réunir 6 sphères de personnalité dans des salles de test. La plupart des choses que je vais dire ici viennent de Horsey Flower. Le focus principal du jeu était vraiment les sphères de personnalité. Après la mort de GLaDOS, elles auraient créé des sortes de factions dans le centre. On connaît 4 des sphères qui devaient être utilisées. Pendleton, une sphère anglaise avec un manque de confiance en soi. Morgan Freeman, une sphère qui nous donne plein d'anecdotes. Aquarium, une référence à une pub où un poisson dit qu'il veut aller à l'aquarium. Et Quint, une référence aux dents de la mer. Le développement avançait très bien et Valve trouvait des bonnes idées de gameplay, mais il en fallait une qui aurait changé radicalement la façon de jouer. Du coup, ils ont fait comme pour le premier jeu et ont cherché dans les équipes de DigiPen. Tag The Power of Paint est un jeu fait par une petite équipe de l'Institut DigiPen. Dedans, on a un pistolet à peinture qui nous permet de lancer des peintures de différentes couleurs, ayant chacun des pouvoirs différents. La verte permet de sauter, la rouge fait courir plus vite, et la bleue nous accroche à sa surface, que ce soit mur ou plafond. Avec, on traverse quelques niveaux avant d'atteindre les crédits où les développeurs remercient beaucoup de monde, comme leur famille, le Ice-T ou encore... Valve recrute l'équipe et décide de modifier une dernière fois le jeu pour faire marcher le concept de la peinture. Et c'est bon, le jeu est prêt. Mais avant, c'est parti pour une nouvelle émission de... Que fait la communauté ? Une chanson sur le fait que Valve ne sait pas compter. Et c'est pas mal. Ouais, je suis un peu aigri, mais honnêtement, la communauté Portal est assez bienveillante. D'ailleurs, Helen McLean, la voix anglaise de GLaDOS, a participé à la musique. Well, here we are again, except we're long forgotten. My circuit's niggling up and down my spine. Et c'est une personne adorable. Vraiment peut-être une de mes personnalités d'internet préférées. Except the ones who are dead, and there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake, and the science gets done, and you make a neat gun for the people who are still alive. On est en 2010, et avant que le jeu soit définitivement annoncé, Portal 1 reçoit une mise à jour. Une fois installé, les joueurs remarquent que des radios sont cachées un peu partout dans les salles. Si on les prend et qu'on les déplace un peu, elles changeront de programme et démarreront des bips en continu. En les passant dans un système SSTV, un système qui permet de faire passer des images par la radio, on découvre plusieurs images. Et après beaucoup d'étapes très précises et compliquées, comme utiliser le système alphanuméral des images pour le décoder en PBS et en MD5, on finit par obtenir un code pour aperturescience.com, un site qui est maintenant fermé, mais ici, en mettant les nouveaux identifiants, on obtient un code de copyright qui nous dit que GLaDOS est en version 3.11, comme le 11 mars 2010 si on utilise le système de date américaine. Date où les Game Choice Awards se dérouleront. En attendant, une deuxième mise à jour sort. Celle-ci change légèrement la fin pour que la protagoniste soit ramenée à l'intérieur. Enfin, le 11 mars 2010, après le speech de Game New, la présentation bug, laissant un message et si on traduit le code en hexadécimal puis en EBCDIC, on obtient Suspend until EEE, suspendu jusqu'à EEE, 3E, E3. Et à l'E3 de 2010, le jeu finira par sortir l'année d'après, le 19 avril 2011. Et on y est enfin, la sortie du jeu. Mais ça serait trop simple si je pouvais juste commencer à en parler maintenant. Alors avant, posons-nous une question. On trouvait plusieurs graffitis et des cachettes dans Portal 1, venant d'une personne qui avait visiblement une obsession avec le cube de compagnie et qui nous prévenait des mensonges de GLaDOS. Mais
Qui est cette personne? Et pour répondre à ça, et surtout donner une vraie introduction à Portal 2, Valve a sorti un comics. Lab Rat, ou Rat de laboratoire si on veut le traduire, est un comics gratuit disponible sur le site de Portal. Dedans, on y découvre Doug Ratman, un scientifique atteint de schizophrénie. On suit son aventure pendant et avant Portal 1. Reprenons tout dans l'ordre chronologique. Il travaillait pour GLaDOS avec d'autres scientifiques. Leur objectif était surtout de l'empêcher de vouloir tuer toutes les personnes dans le centre. Son équipe a créé les sphères de personnalité, mais même Ratman n'y croyait pas. Il se trouve qu'il avait raison, et que GLaDOS a fini par tuer tous les scientifiques d'Aperture. Sauf lui. En s'enfuyant, il passe dans les dossiers des sujets de test, et après avoir tout feuilleté, il choisit celle d'une certaine Shell pour la mettre à tester en priorité. Des années passent et les événements de Portal 1 arrivent. Ratman manque de plus en plus de médicaments contre sa schizophrénie. Il se met à entendre un cube qui lui parle. Le peu de médicaments restants lui servent à se concentrer en cas de besoin. Il suit les aventures de Shell de loin jusqu'à la destruction de GLaDOS. Il arrive enfin à sortir dehors mais voit que la fille se fait ramener dans le centre par un robot. Il hésite à aller la sauver, mais décide quand même de le faire. Shell a été enfermée en relaxation prolongée. Il essaye donc de la libérer mais voit que les chambres ne sont plus alimentées. Le problème étant que les contrôles d'alimentation sont derrière une série de tourelles. Il essaye d'y aller mais se fait tirer dessus. En rampant vers les contrôles, ils se disent que le seul moyen de la sauver c'est de redémarrer les fusibles et relancer le support vital. Sauf qu'il ne pourra pas modifier la date de réveil. Le grand sommeil ou le sommeil infini. Même s'il reste endormi pendant des années, quelqu'un finira par la réveiller un jour ou l'autre. C'est une fois sa mission accomplie que Ratman va s'endormir. On découvre enfin la raison de son choix. Il a choisi Shell parce que, de tous les sujets d'Aperture, c'est la plus tenace et têtue. Il sait qu'elle se battra peu importe l'adversaire. Et c'est comme ça que Doug Ratman, le héros qui restera à jamais dans l'ombre, s'endort. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du Centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. On est réveillé pour des entraînements. On a visiblement dormi pendant 50 jours. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que le sacrifice de Ratman n'a pas servi à rien. Après des entraînements physiques et mentaux, Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. on retourne dormir. Bonjour. Votre cryostase a duré 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Tout sujet de test encore en ouvrir la cryostase porte sera un de réputé ces avoir jours voulu demeurer en état de relaxation. Oui. Ah Oula, vous avez une mine superbe. Superbe. Je vous présente Whitley. La seule chose que vous devez retenir sur lui, c'est que Whitley est un abruti. T'entends l'espagnol. Hola, amigo. Abre la puerta donde está... Non. C'est la première fois qu'on nous parle sans vouloir nous tuer. C'est à vrai dire la première fois que quelque chose nous parle en dehors de GLaDOS, mais bon. Mais au moins, il a l'air d'être gentil avec nous et de pas vouloir nous assassiner froidement. Donc bon, on n'a pas vraiment d'autre choix que de suivre la boule bleue. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Ouais, Portal 2 est un peu plus léger et drôle que le 1. Et j'adore son humour. La voix du centre nous dit que le réacteur va bientôt exploser si personne ne fait rien. Donc une bonne raison de s'échapper. Et Whitley aussi, parce que il a pas de bras. Mais du coup, ça fait combien de temps qu'on s'est endormi? Au début, la voix nous dit qu'on a dormi... Votre cryostase a duré 9. Ce qui fait 55,9 de suite. En faisant quelques calculs, ça correspond à 60 000 ans. Minimum. Parce que le compteur a très bien pu bloquer à son chiffre maximum. Et ne rien compter à partir du moment où il a atteint. Ou bien on a dormi moins de temps que ça et la machine a bugué, ce qui fait que on a ce chiffre-là. En tout cas, on doit juste retenir que on a dormi longtemps. Bref, reprenons notre échappée. La chambre détruite, on voit l'état du centre. Tout est en ruine. Comparé à son état dans le 1 et ne ressemble plus à ce qu'il était. Whitley essaie de défoncer un mur avec une chambre parce que Whitley est un abruti. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais... vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Et voilà.
je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. On se retrouve au même endroit que là où on a commencé le premier jeu. On doit même refaire les premières salles du jeu. Sûrement parce que c'est le meilleur moyen d'introduire le gameplay aux nouveaux joueurs. La deuxième salle a cependant un petit changement. Cette fois, on doit appuyer sur des boutons pour déplacer le portail. Je suppose que c'est pour apprendre la mécanique des boutons qui est bien plus présente dans le 2. Le centre est dans un piteux état. Toutes les machines ont du mal à fonctionner, la nature a repris ses droits dans toutes les salles, toutes les vitres sont brisées, les murs arrachés. Ouais, on a dormi longtemps. On finit par rejoindre Whitley dans la salle du générateur de portail. Hey, vous avez réussi! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé? Vous pouvez aller voir. Ouais, on a dormi vraiment longtemps. Mais par chance, en tombant, on trouve... Les dessins racontent toute l'histoire d'Aperture. Le démarrage de GLaDOS, le meurtre de tous les scientifiques, la victoire de Shell, et la personne qui a fait les dessins qui trouve le générateur de portail. C'est le même style que celui de Ratman. On retrouve même directement un dessin du comics. On voit aussi un diagramme des cycles de la Lune avec en dessous les choses sérieuses commencent enfin. On repasse dans une salle du 1 et l'annonceur nous dit « Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. » Je vous ai dit que je trouve le 2 plus drôle que le 1. Après une série de tests déjà faits, on trouve notre première vraie nouvelle salle. Elle est assez représentative de ce que je disais tout à l'heure. Les boutons ont plus d'utilité qu'avant. Dans Portal 1, on pouvait ouvrir des portes avec et c'est tout. Mais là, on peut distribuer des cubes, déplacer des plaques et plus encore. Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Portal 2 repose beaucoup sur le gameplay du 1, donc bonne nouvelle, j'aurais pas à décrire chacune des salles vu que c'est basiquement les mêmes concepts. L'énergie cinétique, les boutons, les cubes. Par exemple, la salle d'après, on retrouve... Yukaida, je suis là! Oh non. J'en profite pour faire une parenthèse sur la VF. Je fais partie des gens chiants qui préfèrent la VO à la VF, pas pour Portal 2. C'est la seule exception où je dis ouvertement que la VF est bien mieux que la VO. Déjà, le choix de casting est très bon. Whitley est joué par Guillaume Lebon, un excellent acteur qui a notamment doublé des personnages dans Better Call Saul, Oppenheimer, Everything Everywhere All at Once, Death Note, ou encore dans Barry, une série que je vous recommande fortement. Salut ma petite. T'es mignonne. Écoute, je veux pas que tu crois que je suis un pédophile, mais j'aimerais bien que tu montes avec nous. J'ai des chips, regardez, on pourra t'en acheter plein si tu veux. Ne pars pas, non, 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 non. T'en vas pas, s'il te plaît. Je suis un mec bien, tu sais. Ok, elle est pas humaine. C'est ce que j'ai essayé à de mon te avis, dire. c'est une mutante. J'ai cette essayé gamine. de te le dire. C'est un excellent choix pour le personnage parce que Guillaume Lebon peut interpréter des personnages drôles et d'autres très sérieux. On verra pourquoi ça marche très bien ici. Ne prends pas ton cas pour une généralité. C'est normal pour les gens de son âge de se sociabiliser. D'autant plus quand ils sont physiquement attirants comme Katrina. José. Whitley avait un accent anglais dans la version originale, mais ils ont décidé de retirer ça au profit de dialogues bien plus drôles. Que ce soit pour toi, que ce soit pour Page, que ce soit pour Paul Borne, etc. Une liberté dans l'incarnation du personnage, notamment surtout pour Whitley. Oui, visiblement, ça a beaucoup plu aux gens. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je vais te dire pourquoi. C'est parce que l'acteur en VO était extraordinaire. Oui, c'est un British, si je dis ça. J'ai plus son nom en tête. Mais... Il était vraiment extraordinaire et
Et du coup, ça te met au défi aussi de te dire putain, il a fait un super boulot. Je vais essayer moi de rendre en français ce super travail qu'il a fait. Donc, Pour le moment, retrouvons l'abruti. J'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À 3. On y va 1, 2, 3. C'est haut. C'est trop haut même, non? Enfin... Bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêts 1. Chopez-moi ça. Au. Je suis pas mort. Pas mort. On n'aura pas à refaire toutes les salles du 1 vu que Weekly va nous aider à fuir tout de suite. Pour sortir, il faudra passer dans une salle qu'il a l'air de vouloir éviter. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Les ruines de GLaDOS, les restes de notre combat des milliers d'années auparavant. Elle est restée paisiblement ici durant tout ce temps. Et même là, complètement désactivée, on sent qu'elle l'impose. On ressent une terreur en approchant cette créature. Ça contraste beaucoup avec l'idiot qu'on tient dans les mains. On finit par atteindre la salle des disjoncteurs. On doit y chercher le module d'évacuation, mais comme il fait trop sombre, on doit brancher Weekly. Enfin, ça serait oublier que Weekly est un abruti. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave, je peux le hacker. Non? Ok. C. Mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh non! Non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Elle nous balance dans l'incinérateur pour y récupérer le double générateur de portail. Pendant qu'on se dirige vers le circuit de test, GLaDOS nous raconte ce qui s'est passé pour elle après sa mort. Visiblement, elle a une sorte de boîte noire qui lui fait revivre les derniers moments de sa vie en boucle. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Ça fait des milliers d'années qu'elle doit subir sa mort, encore, et encore, et encore. Ça explique pourquoi elle est un peu plus passive-agressive qu'avant. Dans le premier jeu, elle arrive à cacher sa haine envers l'humanité jusqu'à ce qu'on arrive à lui retirer les sphères de personnalité. Mais là, déjà, elle les a plus. Ensuite, elle a été torturée pendant des centaines et des centaines d'années, revivant les dernières minutes de sa vie. Je pense que sa haine est compréhensible maintenant. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Quand j'ai dit que Portal 2 utilisait les mêmes concepts que le 1, c'est basiquement faux. Le 2 introduit de nouvelles facettes de gameplay. Comme ici,
le laser mortel. Alors, techniquement, c'est simplement pour remplacer les boules d'énergie. Le jeu le sous-entend en changeant une salle à base de test à boules pour une salle de test de laser. Du coup, facile à expliquer, un laser sort d'un lanceur, il faut le mettre dans le récepteur. Et évidemment, on prend des dégâts en les touchant. Mais on peut aussi couper le laser avec un cube, et on peut même le dévier avec un cube anti-découragement. Enfin, même si c'est pas maintenant qu'on le voit, il faudra aussi placer le laser sur des sortes de relais pour activer la porte finale. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir enlevé les boules d'énergie pour ça, vu qu'on peut faire bien plus de choses avec les lasers. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Je vous ai dit que le jeu est plus drôle que le 1. GLaDOS insulte constamment le joueur. Par exemple, dans la salle suivante, Ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. l'actrice Scarlett Perdero n'a pas fait beaucoup de rôles vu qu'elle est danseuse professionnelle. Elle reprend ici son rôle de GLaDOS, mais arrive à lui donner plus d'humanisme, ce qui est très important pour ce jeu. Elle nous en veut et essaye de tout faire pour nous blesser psychologiquement et physiquement comme d'habitude. Mais comme dans la fin du 1, elle nous insulte comme une enfant. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Le prochain objet à être introduit dans le jeu est la plaque de foie aérienne. Pour faire simple, on marche dessus, ça nous propulse. Mais cette première salle est un très bon exemple pour montrer ça. On voit que les objets aussi sont concernés par celle-ci, mais aussi que les plaques ne vont pas toujours tout droit. Celle du cube reste sur place par exemple. Et je veux pas inquiéter personne, mais le centre se répare de plus en plus. Et si on compare aux salles d'avant, Aperture devient de plus en plus fonctionnel. J'en parle pas, mais on peut trouver d'autres cachettes de Ratman. On a d'ailleurs une référence à l'ARG. Si on amène une radio dans une cache, on aura un signal qui, une fois changé en image, nous permet de voir un cube de compagnie sur la Lune. Parler de torture psychologique avant. On voit un exemple de ça dans une salle qui fait un peu écho au premier jeu. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Oh, zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez. Dans une des salles suivantes, on prend une plaque. C'est moi, tout va bien? Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassée, n'est-ce pas? Voilà, essayez voir. Je croirais jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensiez que j'étais fichu? Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Essayez donc. Tac, un oiseau dingue, non? Et donc, l'oiseau... Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. On pouvait le voir passer dans les salles précédentes et d'ailleurs si on est assez rapide on peut l'attraper. Je sais pas pourquoi faire mais on peut le prendre. On a la dernière introduction de cet acte, le pont de lumière. C'est très sympa comme idée. C'est un pont sur lequel on peut marcher et surtout il s'étend à l'infini. En ajoutant des portails on peut donc le déplacer autant qu'on veut sans modifier la base du pont. Et comme pratiquement tout dans ce jeu, les objets interagissent avec le pont comme nous. La salle suivante est intéressante parce que... Formidable, la porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Hé, par ici! Là-haut! J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé l'office. J'ai... Ah! Viens! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Visiblement Whitley va nous aider. Je sais
pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, quelques salles après, GLaDOS nous dit qu'un homme et une femme ont le même nom que nous, faisant écho à ses insultes précédentes. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver 2 qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Elle veut nous donner un espoir, et c'est pour ça qu'elle dit qu'on aura une surprise bientôt, en sous-entendant fortement qu'on les reverra. J'ai plus vraiment confiance à ces surprises depuis la dernière fois. Bon, se faire constamment insulter par une machine, ça fait beaucoup. Alors faisons une pause. Ah, ça fait du bien. Bon, retournons au test. Je pourrais ne pas parler de toutes les salles, on pourrait toutes les passer rapidement pour être aidé par Whitley, on pourrait courir jusqu'à notre mort certaine parce que, soyons honnêtes, GLaDOS est surpuissante, elle ne laissera sûrement jamais faire. Dans tous les cas, on pourrait faire tout ça. Mais avant... On a déjà vu des cachettes de Ratman dans le jeu, voire même dans les jeux, mais celle-là est importante. Elle est importante pour 2 raisons. Déjà, c'est la dernière qu'on voit dans tout le jeu, et ça encore, ça pourrait être juste anecdotique. Non, la vraie raison pour laquelle je vous parle de ça... Vous avez entendu ça? Ce cri, cette voix? C'est dans une des musiques du jeu, appelée The Ghost of Ratman. Je crois qu'il s'est jamais réveillé. Hein. Et si vous voulez voir un truc un peu bizarre, en partant la salle se referme derrière nous. On pourrait se dire que c'est GLaDOS qui ferme, mais ça laisse le cri. Ça peut pas être GLaDOS qui a crié ici. Exécution surprise. Dans 3, 2, 1... J'ai tout inventé. Surprise. Ouais, donc c'était ça la surprise. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Bon, c'est un peu décevant. Parce que déjà, visiblement, nos parents nous aiment pas, et ensuite on n'a pas eu de vraie surprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que Whitley est là. Bon, il nous dit beaucoup de choses. Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra Mais au surtout... tribunal. Enfin bref, 5 petites salles et c'est bon. Dans 5 salles, on sera libre. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Ouais, le centre est à nouveau opérationnel, ce qui veut dire qu'en quelques heures, GLaDOS a réussi à réparer l'entièreté d'aperture. Ça pourrait être cool, hein, mais ça veut dire que maintenant, elle a de nouvelles priorités. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise, dont seules les conséquences sont tragiques. Et ça explique sûrement pourquoi ce test est aussi simple. Tous les tests du jeu étaient plus compliqués que le premier, et dans le 1, la dernière vraie salle était ultra facile. Je pense que c'est une sorte d'écho à ce... Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Eh, Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas entendre. Je sais qu'on arrive bientôt là, mais faut qu'on fly acheteur. Rejoignez-moi l'air de rien et on va la désactiver. Je vous ai dit que j'adore la VF. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Courez! Vite, allez! Il est un peu en avance, mais bon, c'est soit ça, soit un bain de neurotoxine, donc au final, c'est pas si mal. Whitley nous donne des objectifs pour battre GLaDOS.
éteindre ces neurotoxines et désactiver la chaîne de tourelles. Elle tente tout pour nous arrêter. Tourelles, pièges ou encore nous lancer des salles entières dessus. Oh punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais sans blague, à quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile. On doit suivre Whitley pour la première étape du plan, détruire les tourelles. Du coup, il faut remonter la chaîne entière, à commencer par l'assemblage, puis la chaîne de rédemption. D'ailleurs, ici on peut trouver une tourelle particulière. On l'appelle la tourelle Oracle. Parce qu'elle nous dit « Bonjour !» Ah oui, non, la VF a oublié d'adapter ça, donc on passe en anglais. Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and pecked by birds. Her name is Carolyn. Remember that. Enfin, on arrive au centre de contrôle des tourelles, l'endroit où les tourelles défectueuses et les tourelles fonctionnelles testent leur système avant d'être contrôlées. Et si vous voulez savoir où vont les tourelles qui échouent, disons qu'elles sont mises de côté. On rejoint Whitley et il hack la porte et nous permet d'accéder à la tourelle modèle. Si on l'enlève, le système ne sera plus capable de faire la différence entre tourelles défectueuses et tourelles fonctionnelles. Bon, bah ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Alors, nouveau plan. Avec ça, seules les tourelles défectueuses passeront le test. Pour aller à la production de neurotoxines, on passe dans une salle d'exposition pour une journée à amener votre fille au travail. Alors, visiblement, toutes les filles ont décidé de faire des batteries patates, dont une qui a germé encore plus que les autres. Et ça me donne une info sur Shell. Visiblement, c'est la fille d'un employé d'Aperture. Et c'est la seule information qu'on aura sur elle. Du coup, continuons. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. En cherchant, on arrive au contrôle des générateurs pendant que Whitley... Préparation à l'interfaçage avec le circuit central de contrôle des neurotoxines. Oui, ici l'inspecteur de neurotoxines. Je vais vous demander de suspendre vos activités. Voici mes accréditations du Bureau international d'inspection des neurotoxines des Émirats arabes unis. Comme vous le voyez, je suis tout à fait en règle. Fait des trucs. Du coup, seul, on arrive à couper tous les câbles. Ça a marché! Neurotoxine à 0%! Yes! Attendez! Alerte. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Sur le chemin vers GLaDOS, on est enfin séparé de Whitley. En arrivant, il se trouve que par chance, on trouve les contrôles d'extinction d'urgence de GLaDOS et le placard à gâteaux. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contenté de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement, adieu. Elle impose beaucoup. Elle essaye d'utiliser des tourelles, mais vu qu'on a changé la chaîne, elle envoie des tourelles défectueuses. Alors elle essaye de lancer de la neurotoxine, mais... Bonjour! Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Il se trouve que GLaDOS est censé ne ressentir aucun sentiment. Et à vrai dire, elle devrait pas nous parler selon les règles d'Aperture. Alors, selon les critères du centre, elle est corrompue.
Et quand quelque chose est corrompu, il faut le changer. Sauf que comme elle refuse, une personne extérieure doit déclencher le changement du cœur. Et comme Whitley est trop occupé à rien faire, c'est à nous d'appuyer sur le bouton. Et ça c'est fort parce que on est directement responsable de sa mort. On peut argumenter que dans le 1, on savait pas vraiment ce qu'on faisait, mais là c'est différent. Temporisation résolue. Veuillez regagner la baie de transfert de cœur. C'est parti. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? C'est-à-dire sur les têtes de... Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Non, non, non. On a mis Whitley aux commandes du centre entier, ce qui pourrait avoir des répercussions plus ou moins horribles, mais bon, c'est pas notre problème vu qu'on quitte le centre. Enfin, vous savez quoi? Je savais que ce serait cool d'être aux commandes, mais... Oh, là, c'est cool. Eh, devinez quoi? Je suis un génie de première. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. Et c'est la fin de Portal 2. Sauf qu'on oublie quelque chose de très important, Whitley est un abruti. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif? C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit labo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Pardon? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Vous mentez. C'est vous la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti. Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein? Si c'est l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait frapper comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait faire? Oh oh. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme? Parce que moi, je suis une patate. Ah, mon processeur d'applaudissements sarcastiques a enduré le transfert. C'est déjà ça. On vient de confier le centre scientifique le plus puissant du monde à l'idiot le plus idiot jamais conçu. On tombe pendant longtemps, pendant que GLaDOS, enfermé dans une patate, nous insulte. Du coup, vu que notre chute va prendre du temps, profitons de ce moment pour marquer une sorte d'entracte. Déjà, comment ça se fait que GLaDOS peut survivre dans une patate? C'est assez simple à expliquer en soi, et je vous parle de ça pour vous montrer que le jeu prépare tout. Au tout début, des heures avant, l'annonceur nous disait ça. Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Et on verra en avançant que c'est pas la seule fois où ça arrive. On est déjà à la moitié du jeu. Pour être précis, on vient de commencer le 3e acte sur 4. Et on peut déjà dire que le jeu est excellent. Alors, le gameplay reste le même qu'avant, même si on peut noter qu'on n'a jamais eu l'impression de répétition. Tous les puzzles sont différents, mais c'est surtout tout ce qui tourne autour qui est parfait. La musique par exemple, vous savez qu'elle est dynamique ?
Je passe mon temps à montrer des extraits ici, mais je pense pas avoir montré une seule fois la musique du jeu. Vous savez, dans le 1, on parlait du fait que la musique augmentait l'angoisse que le jeu voulait transmettre. Maintenant, changeons l'angoisse par du mystère avec un peu de dynamisme. Vous sautez de haut, la musique accélère. Vous prenez les tourelles, la musique change. Oh, c'est moi. Vous prenez un cube, il chante. Et même en général, les musiques sont une amélioration comparée au 1. Certaines musiques gardent quand même l'aspect stressant et angoissant du jeu, même s'il y a une certaine pointe d'humour dans d'autres. Par exemple, il y a une musique qui est une genre de musique classique qui devient électronique au fil du temps et que je trouve formidable personnellement. Je trouve les environnements du jeu plus jolis que le 1 aussi. Portal 1 était très épuré et ça marche très bien dans ses messages et son histoire, mais je trouve le 2 meilleur. Alors oui, quand le centre est détruit, mais aussi quand il est réparé. Le centre entier donne un aspect très différent qu'auparavant. Et enfin l'humour, mon dieu l'humour. Ce jeu est drôle. J'ai pas l'habitude de rire sur un jeu, là c'est différent. J'ai vraiment eu des fous rires sur certaines scènes. Sentiment accentué par le jeu des acteurs. Bon, ça fait quelques temps qu'on est en train de tomber et il faut conclure cet entracte. J'ai commencé ce passage par une question, et c'est sûrement mieux de le conclure par une autre. Du coup, on est en train de tomber où depuis tout à l'heure ? On est tombé sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. En nous levant, on ne retrouve pas GLaDOS. On avance dans cet endroit détruit. C'est très différent du centre que GLaDOS avait entièrement réparé. Ce qui sous-entend qu'on n'y est plus du tout. Une inscription nous indique l'endroit où on est, Tartarus 09. D'autres panneaux nous interdisent d'avancer. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu dans tous les jeux de la licence. On trouve une porte gigantesque et on arrive à actionner l'ouverture. Tout a l'air rouillé ici et depuis des années. Mais on trouve bien une ancienne d'Aperture Science, nous montrant qu'on n'est toujours pas très loin du centre. Une voix finit par nous accueillir. Bienvenue chez Aperture Science. Astronautes, héros de guerre, médaillés au JO, si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas à servir la science? Moi? Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Cave Johnson. C'est moi le proprio. Cette voix suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos honoraires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Oui, monsieur. Cave Johnson, le patron d'Aperture censé être mort depuis des années. Et Caroline, son assistante, nous parle. Pour le coup, aucune IA, ce sont des messages préenregistrés. On comprend vite que l'on est toujours bien dans le centre d'Aperture, mais dans le passé. Pas d'histoire de voyage dans le temps, juste l'ancien centre est construit sur le nouveau. Parce que... ouais, Aperture c'est pas le top niveau sécurité. Ce qui va nous permettre de nous pencher plus profondément sur l'histoire d'Aperture. En 1983, la société experte en rideaux de douche Aperture Fixture et son patron Cave Johnson gagnent un prix avec l'argent gagné. Johnson achète une mine de sel dans le Michigan pour y fonder Aperture Science Innovators, un centre de recherche, ce qui au bout d'un moment leur fera gagner un prix pour les meilleures nouvelles sciences, démarrant aussi une rivalité envers Black Mesa. Dans les années 50, Aperture se met à engager des athlètes des JO et des astronautes pour conduire des tests, plus ou moins sécurisés. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune, vous saurez quand le test commence. On l'avait vu dans le premier jeu, Aperture a une drôle de façon de faire des tests. Ils testent n'importe quoi jusqu'à ce que quelque chose marche, ce qui leur cause plus de problèmes qu'autre chose.
Mais ça a porté leurs fruits, puisqu'ils ont réussi à inventer le générateur de portail très rapidement, et surtout le gel répulsif. Rappelez-vous, il y a environ 5 pages de cela, les gels de tag apparaissent enfin. Ce qui est intéressant parce qu'on a dépassé la moitié du jeu depuis longtemps et pourtant on a un nouveau gameplay majeur qui arrive. En plus on a une bonne explication de pourquoi on les a jamais vus avant. Parce que les pompes étaient éteintes et donc en les réactivant on les active partout dans le centre. On a déjà parlé des gels, alors on en parle ici très rapidement mais c'est le gel bleu, en marchant dessus on saute et c'est tout. Ça marche aussi sur les murs et en état liquide ça passe à travers les portails. On peut aussi recouvrir les objets avec et les nettoyer avec de l'eau. Une bonne chose sur ce passage du jeu, c'est que même si on introduit les gels qui sont une nouveauté qui retourne complètement le gameplay, j'ai pas grand chose à dire dessus. Le concept des gels sont tellement simples que j'ai rien à dire de particulier dessus. Ça montre encore la simplicité qu'utilise la licence pour faire apprendre ses mécaniques. Mais on peut parler de Cave Johnson. C'est un boss qui veut tout faire pour imposer dans son entreprise. Même si tous ses employés s'opposent à quelque chose, il les renvoie bâcher et le fait quand même. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche. C'est cher les rampes. En fait, plus on l'écoute, plus on peut se demander comment il a fait pour être à la tête d'un des plus grands centres de recherche du monde. Après avoir fini le circuit de test, Cave Johnson et Caroline nous disent adieu. Dites bye bye Caroline. Bye bye, Caroline. Une perle cette fille. Et comme d'habitude pour Aperture, toute cette partie a été emmurée pour en construire une nouvelle. On va donc parler des années 70 chez Aperture, mais avant ça... Tiens, bonjour. Vous êtes une meurtrière compétente. Pourriez-vous tuer cet oiseau? Merci. Vous avez senti? Cet idiot n'a aucune idée de ce qu'il fabrique. Si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher, tout le centre explosera d'ici quelques heures. Moi, je suis immobile. Et à moins de vous couper la tête pour la placer dans mon ancien corps, vous aurez besoin de moi pour le remplacer. On retrouve GLaDOS qui avait été prise par un corbeau. On pouvait déjà le voir au début du chapitre. Whitley est en train de démolir le centre, et GLaDOS nous demande de nous associer pour l'arrêter. Alors oui, elle a essayé de nous tuer plusieurs fois, mais bon, vu qu'on n'a pas le choix... Dites-moi, avez-vous un multimètre? Le générateur de portail doit être composé de magnésium. J'ai l'impression d'émettre un demi-volt de plus. Surveillez-moi, je vais tenter de réfléchir. La prochaine salle va nous introduire à un nouveau gel, le gel de propulsion. La zone de test est droit devant vous. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos $60. Attendez, qui... Caroline, les chèques cadeaux sont prêts? Bien Oui, sûr, monsieur Johnson. Qu'est-ce que... C'est qui ça? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? GLaDOS réagit bizarrement à la présence de Cave Johnson et Caroline. Elle s'éteint pendant quelques temps parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour manifester des émotions. On peut tester le gel de propulsion en attendant. Encore une fois, ça marche exactement comme dans Tag. On marche dessus et on gagne énormément de vitesse. À la fin du test, on trouve un portrait de Caroline et Cave Johnson. GLaDOS dit les reconnaître. Ces gens sur le portrait, j'ai l'impression de les connaître. Dans les années 70, Aperture faisait énormément de tests. Les gels et les portails étaient pour l'instant leur seul vrai succès. Ils avaient travaillé sur le Borealis, un bateau contenant toutes les grandes découvertes du centre, mais du jour au lendemain, celui-ci a disparu. Mais avec tous ces tests, Aperture commencera à manquer d'argent. Ça devient quasi impossible d'embaucher l'élite de la nation. Alors il décide d'engager des SDF contre $60. Cave Johnson déteste la situation. Il hait les personnes pauvres, mais au moins il a des sujets pour ses expériences. Je sais bien que pour vous, $60 c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? En plus de ça, le gouvernement donne de moins en moins de fonds à Aperture pour privilégier Black Mesa. Sûrement à cause des nombreux problèmes de sécurité et la disparition de centaines d'astronautes et athlètes ayant participé aux expériences du centre. Cave Johnson joue vraiment bien dans ses apparitions. En anglais, il est joué par J.K. Simmons, un acteur mondialement connu que j'ai pas vraiment besoin de présenter. Whiplash, Spider-Man, BoJack Horseman, Gravity Falls. Et en français, il est joué par Paul Bourne, la voix de Lex Luthor, Thanos et Bob dans Les As de la Jungle. Et même s'il y a sûrement aucun lien entre les deux, je trouve sa performance assez similaire à celle de Rick dans Rick et Morty en français. Vu que c'est le dernier personnage introduit, ça me permet de faire une remarque sur le choix de casting. À part Scarlett Perdreau qui reprend son rôle du premier jeu, et qui le reprend très bien, toutes les voix du jeu ont aussi doublé des personnages pour enfants, ce qui est très pertinent. Tous les personnages de la licence sont des abrutis d'une façon ou d'une autre. Je pense honnêtement qu'on n'aurait pas pu faire mieux. On finit les tests du gel de propulsion et Cave Johnson nous remercie. Merci, quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Mais surtout, GLaDOS arrive à une conclusion qui la perturbe fortement. Caroline, je la connais, mais pourquoi? Je l'ai peut-être tuée ou bien... Bonté divine. Écoutez-vous,
Vous avez les choses en main. Je peux vous laisser seul quelques instants, j'ai besoin de réfléchir. Mais elle ne nous explique rien. Et enfin, on peut activer le dernier gel, le gel de conversion, qui ne vient pas de tag. Il était prévu que le gel adhésif soit ajouté au jeu, mais la plupart des testeurs étaient perdus en l'utilisant. Le gel de conversion est l'un des plus simples à expliquer. C'est un gel blanc qui permet de poser des portails dessus. Ça donne une explication à pourquoi on pouvait mettre des portails seulement sur les surfaces blanches. Elles sont faites de gel. Le gel est fait de roche lunaire en poudre, vu que la roche lunaire est un très bon conducteur pour les portails. Cave Johnson s'est endetté de millions de dollars pour pouvoir en acheter. Le seul problème étant que la roche lunaire est un poison pour l'homme. Bienvenue au centre d'enrichissement. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Et Cave Johnson a été en contact avec. On est en 1980. Cave Johnson est en train de mourir et, dans un dernier élan de survie, il lance des recherches pour mettre une conscience humaine dans une machine. Vous commencez peut-être à voir où est-ce qu'on est en train d'aller. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Parmi les lignes de dialogue non utilisées, on en trouve un où Caroline dit ouvertement à Johnson qu'elle refuse de participer. Monsieur Johnson, je refuse. Non, écoutez-moi, je ne veux pas être mêlée à ça. Caroline a été mise de force dans une machine avant d'être réveillée des années plus tard en tant que GLaDOS. Tout de suite, ça change tout ce qu'on pense d'elle. Si elle a essayé de tuer toutes les personnes du centre dès son réveil, c'est parce qu'ils l'ont mis de force là-dedans. Si son design ressemble tant à celui d'une femme attachée, c'est parce que techniquement, elle l'est. GLaDOS ne savait pas tout ça. Et l'apprendre ici change drastiquement sa personnalité. Elle devient un peu plus humaine et gentille envers Shell. On remonte petit à petit avant de revenir au centre actuel. En remontant, GLaDOS trouve une affiche sur les IA et les paradoxes, ce qui lui donne une idée pour battre Whitley. Des paradoxes, aucune IA ne peut y résister. Je sais comment le battre. Amenez-moi jusqu'à lui et je lui grille tous les circuits de sa petite tête d'abruti. Tant que je n'écoute pas ce que je raconte, je devrais m'en tirer. Peut-être. Bon sang, mais vous êtes des cubes sur pattes. Vous avez un but dans la vie, marcher sur des boutons. Vous avez été conçus pour ça, alors faites-le. Essayez de nous faire descendre, je vais lui lancer un paradoxe. Visiblement, Whitley a trouvé un moyen de nous remplacer, un moyen plus ou moins efficace. On va les aider un peu. Ah oui, t'es sûr que vous y arriveriez? Hé, abruti. Ah, bonjour. Il est temps de paradoxer. Cette phrase est fausse. Ne pas analyser, ne pas analyser, Vrai. ne pas analyser. Je choisis vrai. Ah, c'était facile. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. C'est un paradoxe, il n'y a pas de réponse. Écoutez, si je ne retrouve pas mon corps, le centre tout entier va exploser. Faux. On va dire faux. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement le Voyez centre. m'en être occupé. Alerte. Cœur du réacteur à température critique. Voilà, c'est réparé. Il y a une anecdote très marrante ici, alors que Whitley ne comprend pas le concept même de paradoxe, toutes les tourelles, elles plantent directement. Ce qui veut dire que Whitley est plus bête qu'une boîte qui tire des balles. Notre plan a échoué, alors en attendant d'en trouver un autre, on va devoir participer au test. Sauf que GLaDOS était vraiment passionnée par la science, passion sûrement héritée de Caroline, mais c'était pour ça qu'elle nous faisait faire des tests. Mais pour Whitley, c'est différent. Par peur que les IA arrêtent de faire des tests, les ingénieurs ont décidé de placer dans leur système une réponse positive en cas de test accompli. Une réponse... Oh, oui. Bravo. Très positive. Sauf que au bout d'un moment, leur système s'habitue, ce qui crée un effet de banque et par conséquent une frustration. Et par inversement, le système punit l'IA si elle essaye d'aider le sujet. Bon, là c'est vraiment trop long. Je vais vous dire comment résoudre le test. Vous voyez ce bouton? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avancer. Ah! C'est pour ça que Whitley nous fait faire des tests qu'il a créés. Et ça se voit qu'il les a créés. Au bout d'un moment, il finit par trouver un stock de salles faites par GLaDOS, même s'il veut pas l'admettre. Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Mais c'est un de mes tests. Je les ai pas inventés de toutes pièces, non. Vous voyez le mot test sur le mur? Ça, c'est flambant neuf.
ce qui veut dire qu'on est à nouveau en danger. Mais au moins ça nous permet d'introduire la dernière mécanique du jeu, le halo d'excursion. C'est un tunnel qui fait flotter le joueur, les objets ou même les gels. On peut les faire passer par les portails ou les inverser. C'est le dernier changement de gameplay du jeu, et aussi simple soit-il, ça permet surtout de ne pas tourner en rond dans le dernier tiers du jeu. D'ailleurs, même si on est revenu dans le centre actuel d'aperture, on n'a pas l'impression de revenir au chapitre 2 pour autant. Pour plusieurs raisons. Déjà, au lieu de mettre des cubes normaux, on a les Franken-tourelles, les choses avec lesquelles Whitley essayait de nous remplacer. Aussi parce qu'on a connecté les gels, donc ils sont maintenant dans les salles de test. Et enfin, parce que Whitley nous parle tout le temps dans ses moniteurs géants. Donc là, le plan, c'est de continuer d'avancer en cherchant une solution, pendant que Whitley fouille dans les projets de GLaDOS pour trouver des salles. Ouais, ça va être compliqué. Whitley essaie de copier GLaDOS tout le temps. Il vole ses salles, vole ses insultes avec moins de... Grosse vache adoptée, gros bovin à mamelles sans maman. Quoi? Quel est le problème de l'adoption, au juste? Le problème de l'adoption? Pas de parents, déjà? Subtilité, on voit aussi que GLaDOS a beaucoup gagné en humanité. Elle nous défend contre Whitley alors qu'elle nous disait les mêmes choses quelques heures avant. Le problème étant que l'insulter augmente de plus en plus sa frustration. Et comme l'euphorie ne marche plus vu qu'il s'est habitué, il rapproche les salles entières à son centre de contrôle en pensant que ça va améliorer l'effet. Le centre entier est en train de s'écrouler parce qu'il est trop occupé à tout faire pour avoir sa dose. Plus on avance, plus il a l'air suspicieux. Un peu comme GLaDOS dans le 1 avant d'essayer de nous tuer, mais avec moins de... Vous allez adorer la surprise que je fais. On pourrait même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Finesse. Alors bon, on est dans une œuvre de fiction, donc on sait qu'on arrive bientôt au moment où il va nous tuer. Surprise! C'est le grand moment! Je suis forcé d'avouer que pour un petit imbécile conçu spécifiquement pour générer des idées ineptes, ce piège était plutôt bien pensé. Vous vous en doutez sûrement, mais je n'ai plus besoin de vous. J'ai trouvé 2 petits robots en réserve conçus spécialement pour faire des tests. Misère, il a découvert le programme de test coopératif. C'est une idée que j'ai eue pour mettre hors service les sujets humains, juste avant votre évasion. Ça n'avait rien de personnel, mais enfin, vous voyez, vous m'avez tué après tout. C'est maintenant qu'il vous tue. Coucou, le moment est venu de vous tuer. Je viens d'avoir un stimulus. J'étais là en train de l'acier et je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour que ça soit vraiment mortel? Plein de trucs pointus partout, voilà ce qui manquait. Encore une fois, on voit qu'il manque beaucoup de subtilité, et même d'ingéniosité en général, parce que il a quand même laissé du gel de conversion couler juste à côté de son plan ultime. Du coup, on s'échappe facilement. Charrue avant les... Ah, au fait. Mais non, ne faites pas ça, ne bougez pas. Allez, revenez. Non, écoutez. On se dirige vers son centre de contrôle pour pouvoir l'affronter, pendant qu'il nous piège de manière plus ou moins bonne. Holmes contre Moriarty. Aristote contre plaque à écrabouiller. Il réutilise même les tourelles défectueuses qu'on a créées dans le premier acte. On fait quand même tout pour avancer, jusqu'à exploser des tuyaux avec des bombes, et on approche bientôt de la plus grande fin de l'histoire du jeu vidéo, selon moi. On a beaucoup avancé pour en arriver là, et même GLaDOS sent un changement en elle et en notre relation. Je ne suis pas idiote, vous savez. Je me doute que vous ne voulez pas me retrouver aux commandes. Vous craignez d'être trahi. Et d'ordinaire, vous auriez raison. Les scientifiques m'attachaient toujours des processeurs pour contrôler mon comportement. J'ai entendu des voix toute ma vie. Mais maintenant, j'entends la voix d'une conscience et je suis terrifiée. Car pour la première fois, c'est la mienne. On s'attache bien plus à elle maintenant qu'on connaît son histoire. Sur le chemin, on trouve des sphères de personnalité corrompues, qui sont d'ailleurs celles de la bêta mais réutilisées ici. GLaDOS prévoit de nous aider pour qu'on puisse les placer sur Whitley. D'ailleurs, en parlant de lui... Bienvenue dans mon repère. Il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications du panneau de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Avant qu'on arrive, il a regardé notre combat contre GLaDOS pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'elle. Du coup, aucune surface de portail, neurotoxine lancée directement, des protections anti-bombes pour lui. Et du coup, 4 eaux, des bombes pour vous. Mais vu que c'est un abruti, il a quand même laissé un tuyau rempli de gel dans la salle. On arrive du coup à le mettre KO pour placer les sphères une à une sur lui. La sphère d'espace, qui a envie d'aller... Je veux aller dans l'espace. Oulala, oui. Dans l'espace. La sphère aventurière et la sphère anecdote. Après les avoir mis... Alerte, cœur corrompu à 100%. Remplacement manuel du cœur requis. Le système détecte que Whitley est corrompu. Et quand quelque chose est corrompu, il faut le changer.
Le système anti-incendie efface le gel mais laisse quand même un espace sous Whitley. On l'utilise donc pour pouvoir appuyer sur le bouton. Revenez, chapitre 5, le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. On a aussi un diagramme des cycles de la Lune avec, en dessous, qui nous permet de voir un cube de compagnie sur la Lune. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. Chez Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Lâchez tout! Je suis toujours connecté! Je peux encore rectifier le tir! C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Leader, changement de programme! Agrippez-moi! Plus fort! Ah! Tenez-moi, tenez-moi! Par chance, vous n'avez rien. GLaDOS nous réveille. Elle a l'air heureuse de nous voir en vie et a eu des conclusions sur elle-même. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tuée sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné. Partez. Elle nous dit adieu et nous laisse enfin quitter le centre. C'était sympa. Adieu. Mais en nous donnant une dernière surprise. La première fois que j'ai joué au jeu, j'avais 10-11 ans et je comprenais pas vraiment pourquoi le jeu se finissait par un opéra aussi long. Puis plus tard, j'ai appris que Helen McLean est chanteuse d'opéra à la base. En sachant ça, cette musique me donne l'impression d'un ultime adieu. Un adieu à cette licence qui m'a accompagné durant mon enfance, mon adolescence et sûrement ma vie entière. Un adieu à Aperture et un adieu à Portal.